Maintenant, les personnes qui vivent là, sur Gorée ont besoin de vivre. Il y a une activité économique qu'il faut partager, qu'il faut développer. Et en échangeant les bonnes pratiques, comme nous le faisons actuellement, je pense que nous allons pouvoir avancer et surtout apprendre des autres. Nous savons qu'aux Canaries, ils sont bien avancés dans tout ce qui est valorisation des produits locaux. Nous allons essayer aussi à Gorée de valoriser notre culture. Que représente notre culture aujourd'hui? Est-ce que c'est notre habillement? Est-ce que c'est ce que nous mangeons? Ou est-ce que c'est la façon de vivre qu'on peut mettre en avant? Donc vraiment, merci pour cette initiative et merci d'être venu à Gorée pour cette rencontre. Je vous souhaite de bons travaux. Merci. UNESCO somos islas pequeñas, muchos de los socios que están hoy aquí, y el reforzar esa cooperación es importante para poder nosotros estar a la altura de ese galardón que nos ha sido otorgado. Las ciudades patrimonio mundial no son museos, son lugares de vida donde hay que promocionar la actividad económica y también a la par el ser capaz de preservar, de salvaguardar nuestro patrimonio, que en el fondo es la esencia de nuestras ciudades. Existe una necesidad de vida de los habitantes de las ciudades patrimonio mundial de potenciar su economía familiar, y por eso un proyecto como este es importante para aprender unos de otros. Comenta que Canarias, por ejemplo, tiene una línea de trabajo de desarrollo importante, entre otras cosas en la valorización de los productos locales, y que es un ejemplo que podemos ayudar a definir. Y que una de las cosas sobre las que debemos trabajar es definir qué es lo que nos caracteriza, cuál es nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, son los productos que vendemos, es nuestra forma de vida. Hay que reflexionar sobre todo eso para reforzar nuestro papel. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Bonjour, buen día, buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Corporación Municipal el recibimiento que hemos tenido la delegación, personificado en dos personas, Madame Pina y Monsieur Antoine. Y reitero la bienvenida al resto de la delegación de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, así como a la excelentísima embajadora de Cuba y al agregado cultural también de la embajada. Bueno, realmente es importante la colaboración de la red Ciudades Patrimonio de la Humanidad. En ese sentido, bueno, hay que agradecer a Europa el apoyo que está recibiendo esta red, porque es verdad que a pesar de ser 5 realidades totalmente distintas en cuanto al número de habitantes y a las características de cada una de las ciudades, hay un punto en común, que es la ser ciudades patrimonio de la humanidad. Y en ese sentido, me gustaría destacar también, como vengo de una federación de empresarios, la importancia de la colaboración entre lo público y lo privado para que pueda desarrollarse esas ciudades. Donc merci Antoine, merci ici au Conseil municipal qui nous accompagne pour leur accueil, pour cet accueil si chaleureux qui nous est donné, surtout aux 2 personnes avec lesquelles on a eu le plus de contact, Madame Pina et Antoine. Je réitère également la bienvenue au reste de villes patrimoine mondial de l'UNESCO qui font partie de ce projet, et également aux représentants de l'ambassade de Cuba ici à Dakar, Madame l'ambassadrice et également l'attaché culturel. Cette collaboration est très importante pour les villes qui appartiennent au projet, donc je remercie l'appui de l'Union européenne à ce projet, et même si nous avons des réalités qui sont très différentes en termes de réalité sur le terrain et du nombre d'habitants et des caractéristiques de chacune de nos villes, mais il y a un point commun qui est ce label, ce sceau UNESCO. En tant que représentant d'une fédération d'entreprises, j'aimerais appuyer l'importance de cette collaboration publique-privée entre les structures
gouvernementales et les entreprises. En estos momentos, la ciudad es Patrimonio de la Humanidad se encuentra ante un reto. A raíz de la pandemia, el modelo turístico ha ido cambiando. Ya el turista hoy en día busca otras sensaciones cuando visita un lugar. Y en ese sentido, las ciudades Patrimonio de la Humanidad tienen bastantes posibilidades de explotar a ese turista desde el punto de vista comercial y de gasto. Así, y lo comentaba Madame Pina, el producto kilómetro cero, ejemplo del que tenemos hoy aquí en la feria, o el producto local, es un producto que viene buscando hoy en día el turista, el nuevo turista, ¿no? Por lo tanto, hay que ir potenciando en esta red de ciudades patrimonio que tenemos creada la característica y el producto que se puede vender por cada una de esas ciudades. En ese sentido, habría que ir avanzando en esta red, en futuros proyectos, mejorando la conexión entre todas y sobre todo buscar un punto en común para que el turista pueda, como decía Monsieur Antoine, visitar esos 5 lugares a través de un pasaporte o un documento que fuera avalado por cada una de esas ciudades. Creemos que tenemos un reto importante cara a los próximos años para desarrollar, y en esa línea esperemos que sigamos colaborando entre todas las ciudades. Reitero las gracias a la corporación y a Madame Pina y a Monsieur Antoine, y sobre todo me gustaría destacar la sorpresa que nos hemos llevado visitando Isla Gorée. Donc actuellement, les villes patrimoine mondial affrontent un vrai défi, un défi justement qui vient suite à cette pandémie qui a changé un petit peu le modèle touristique, qui a changé les modes de consommation touristique. Et là, les villes patrimoine mondial ont une grande possibilité pour essayer de capitaliser ce nouveau touriste. Dans ce cadre-là, comme le disait Madame Pina, tout ce que sont les produits kilomètre zéro ou les produits locaux répondent exactement à ce que recherche ce nouveau tourisme, et c'est une obligation de notre réseau d'essayer d'appuyer ces productions locales. J'espère qu'on aura l'occasion d'avancer vers de nouveaux projets, vers plus de connexions entre nos villes, où on puisse s'appuyer sur ces points communs qui existent entre nos différents territoires, et pourquoi pas, comme nous l'avons évoqué dans nos journées de travail, de créer un produit touristique qui unisse nos 5 villes, ce passeport ou cette route du pèlerinage vers les 5 villes patrimoine mondial. Donc j'espère qu'on aura l'occasion lors des prochaines années de continuer à développer des actions conjointes. Et je voulais simplement terminer en disant à toute l'île de Gorée, à tous les représentants, que ça a été vraiment une surprise très 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 agréable cette visite ici sur l'île. Bonjour à tous. Je vais faire, si ça ne vous dérange pas, cette présentation en espagnol, mais pour que tout le monde puisse suivre, la présentation elle-même est en français. Voy a hacer esta presentación en español. No sé lo que va a dar porque mi español es bastante corrugado, hace más de 30 años que no lo hablé y no sé, vamos a ver. Pero discúlpame por los errores que voy a hacer. Entonces, le voy a hablar de la historia y del patrimonio de la isla de Gorée, pero primero vamos a ver la localización de la isla, que está a unos 2.5 kilómetros de la ciudad de Dakar, y también que está configurada como del sur al norte algo como 900 metros y del este al oeste algo como 300 metros
más una altura en la parte alta de la colina que es de 35 metros. Esto significa que tenemos una isla pequeña, pero que está inscrita en el Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1978. Fue parte de la primera inscripción de los 12 primeros sitios inscritos en esta lista. Esto se justifica por la historia y especialmente por su rol importante en la esclavitud y la trata de los esclavos. Porque también tenemos testigos, restos de esta historia oscura de la historia, y también por eso se ha vuelto en un lugar de memoria. Y hace que todos los presidentes, todas las papas, etcétera, que visiten el Senegal, vienen a visitar Gorée porque está reconocida internacionalmente. Y la casa que simboliza este reconocimiento es la Maison des Esclaves, que probablemente ya han visitado. Sin embargo, si esta memoria de la esclavitud y de la trata de los esclavos es absolutamente esencial y es justificada, y si la asociación de este símbolo a la memoria de la isla de Gorée es legítima, se debe saber que esta historia es mucho más rica y que solamente esto, y que esta historia nos dejó un patrimonios muy interesante y muy ricos también. ¿Está correcto por el español? ¿Entienden todo? Excelente. Un aplauso. Por ejemplo, les voy a dar muchos ejemplos, porque realmente esta historia es rica. Tenemos restos de una ocupación precolonial, incluso prehistórica. Bueno, no voy a decir mucho sobre esto, pero si usted rasca un poco la tierra, van a encontrar, no mucho, algo como 1 o 2 centímetros, van a encontrar este tipo de restos. Y cada uno de estos restos representa una historia, parte de una historia individual que forman parte de una grande historia de Gorée. Esto es muy interesante. Entonces, desde el año 1444, cuando fue descubierta la isla por los portugueses, hacia el año 1960, a la independencia, tuvimos algo como un medio milenio de presencia extranjera. Eso necesariamente nos deja historia. Y como ven, también hubo los portugueses, pero también los holandeses, y los ingleses y los franceses durante estos 500 años. También pueden ver que esta transmisión de la ocupación no fue muy calma. Hubo muchas batallas, muchas muertes. Entonces esta historia es muy turbulenta. Y se refleja en los escudos de armas de la isla, que muestra la forma de la isla de Gorée, los canones, y la forma de la isla es la del ave que se llama fénix, que siempre renace de sus cenizas. Y en su divisa también, revigoré toujours, que es un poco difícil de traducir porque es un juego de palabras. Esa es la explicación. Entonces,
Los portugueses llegan en el año 1444 con Diniz Díaz y ellos consiguen el derecho de instalarse en la isla por el rey del lugar, de Dakar, que se llama Bar Yeguech, el jefe del mar, y que en portugués se transformó en Berzeguish, y finalmente llamaron la isla Palma. La isla tenía el nombre inicial de Ber por los indígenas. Ellos, los portugueses, construyen una iglesia, una pequeña iglesia, no sabemos exactamente cómo era, pero suponemos que era como esta, con un techo de paja y piedras locales. En esta iglesia, Vasco de Gama, por ejemplo, en 1502, y muchas otras personas. Esto también es historia. Se supone que esta iglesia fue localizada al sitio del puesto de policía. Poste de policía. Después llegan los holandeses. Los holandeses, a partir del 1617, van a cambiar el nombre de la isla que se llamaba Palma para darle el nombre de Gudred, que significa un lugar donde las naves pueden llegar fácilmente, un bon rad en francés. Y así que este Gudred con el tiempo se transformó y se ha vuelto en Gorée. Estos holandeses van a construir dos fuertes, dos castillos. Uno en la parte alta, en el Castel, y otro en la parte baja, que se llamó Fort Saint-François. Aquí tenemos una representación del Fort Saint-François. Después llegaron los ingleses y los franceses, que van a demoler, a destruir y reconstruir muchas veces estos castillos. También van a instalar un jardín botánico, que es la más antigua estructura que sigue existiendo actualmente en Gorée. Y lo que es interesante en este plano es que podemos ver que hay pueblitos que se instalan en la cercanía de los castillos. Estos pueblitos probablemente se parecían a esto, con techos de paja, de casas, y esta proximidad naturalmente va a producir una mixidad y va a aparecer las metizas, una forma de metizaje, no sé cómo decirlo, con las emblemáticas signar, que es una deformación de señora en español, y son las chicas que los dieron la bienvenida, que son las signaras de hoy día. Pour ceux qui lisent le français, la légende ici est intéressante. Elle dit que les signars sont les plus intelligentes et plus rusées que les hommes de leur race. Dice que las signaras son más inteligentes y más astuciosas que los hombres. Estas signaras, que son mixtas, de múltiples orígenes, inglés y francés y senegalés, van a producir una arquitectura que también es mixta, metizada. Una arquitectura metizada, que es metizada por sus usos, por sus influencias, por sus funciones de comerciales, defensa, etc., y también por sus materiales. Van a construir con los materiales locales y materiales importados. Cuando llegamos en los 1700, se produce algo interesante, es que seguimos con los dos castillos, pero también el jardín botánico,
pero a este momento aparece la ciudad con calles. No solamente son pueblitos de negros que viven, que son esclavos o que son libres, pero realmente parcelas con viviendas. También en este momento aparece algo interesante, es que toda la isla está rodeada por una fortificación, una muralla, no tan alta, no una muralla. Después llegan los ingleses que autorizan los habitantes de Gorée a construir detrás de esta muralla. Así que vamos a ver este tipo de situación donde la muralla está aquí y los ingleses autorizan todo alrededor de la isla, autoriza a la población a construir detrás de la muralla. Por ejemplo, la Maison des Esclaves hace parte de estas construcciones que fueron construidas durante al fin del año 1784. Aquí está la Maison des Esclaves. Otra cosa interesante, no sé si es realmente interesante, pero me parece interesante, es que los ingleses autorizan la construcción de estas casas a condición que se deja algunas callecitas entre las casas. Estas callecitas que podemos ver aquí, los restos de estas calles aquí o aquí, permitían a la población del interior de la isla de acceder al mar. ¿Entienden? Poco a poco, la isla se va a densificar. Una cosa interesante en esta pintura es que pueden ver que el color de las casas era blanco-beige a esta época. Los colores que conocemos actualmente son más recientes. Entonces, la isla se va a densificar y conseguir la configuración que ya la conocemos. En el año 1821 podemos ver que el castillo que era aquí fue demolido y que la isla ya tiene su configuración final. Toda la actividad económica se hace alrededor del puerto y hay comerciales que trabajan en relación directa con este puerto. Aquí podemos ver la evolución de la población y lo que es muy sorprendente, por supuesto, es este pico. Gorée va a tener hacia 6.000 habitantes en el año 1850, más o menos. Esto corresponde a la abolición de la esclavitud. ¿Por qué eso? Porque esta abolición tenía que ver con Francia y con las ciudades francesas. Y las ciudades francesas eran Saint-Louis, Gorée y Gorée. Lo que quiere decir que en el resto del Senegal la esclavitud seguía. Entonces, muchas personas, para huir esta condición de esclavos, iban en esas ciudades para refugiarse. Entonces hubo muchas personas y los recursos de la isla seguían muy, muy bajos, con no agua, con pas de nourriture, etc. Esto condujo a la creación de la ciudad de Dakar, 10 años después de la abolición. Había un pequeño pueblo llamado Dakar, en Dakar, este sitio,
Los franceses, aquí se parecía esto, el pueblito de Dakar, y los franceses en el año 1857 van a crear la ciudad de Dakar para aliviar la presión demográfica de Gorée. También esta ciudad de Dakar va a volverse como una ciudad francesa. Lo que es importante entender eso porque estas ciudades francesas, los ciudadanos de esta ciudad, tienen el derecho de elegir los representantes de Senegal a la asamblea en Francia. Son electores. La primera elección se hizo en el 1848, justo después de la abolición, y se presentó Victor Schœlcher, que era uno de los candidatos. Se presentó, pero no fue electo. Fue electo esta persona, un métis de Gorée, que fue electo durant Valentin. La familia Valentin sigue viviendo en Senegal. Para decir la verdad, hubo un primer representante de Gorée en Francia, pero era representante de Saint-Domingue. Él nació, Jean-Baptiste Bellay, él nació en Gorée. El más conocido de ellos es Blaise Diagne, que nació también en Gorée y que fue electo en el 1914 representante de Senegal. Entonces es la primera persona negra que fue electa en el Parlamento francés. Él tiene su busto en su monumento aquí enfrente de la alcaldía. También enfrente de la alcaldía tenemos este monumento que es un homenaje a los negros en 1967. Tenemos un patrimonio gastronómico. Tony habló de este patrimonio. Tenemos también muchas leyendas y supersticiones ligadas a Gorée. La más conocida es Mampumba Castel, que es el genio protector tutelar de la isla. Pero de toda esta historia, Gorée, podemos decir que Gorée fue una plaza militar estratégica. Les doy un ejemplo de esto, es que el Tacoma, esta boya que nos damos la vuelta antes de llegar a Gorée, materializa el sitio donde fue naufragiado el Tacoma en 1940 durante la batalla de Dakar. Y en esta batalla de Dakar también hubo edificios en Gorée que fueron destruidos. Tenemos cañones que participaron en esta batalla, pero los cañones están aquí desde mucho tiempo. Aquí son los cañones en un periodo más alejado. Tenemos también un castillo que ha sido prisión, que ahora es un museo histórico de Senegal en Gorée. Algo importante de saber también es que después de haber sido un lugar importante por la trata de los esclavos, Gorée ha sido el lugar más importante donde se estaba reprimida la trata de los esclavos clandestinos. ¿Entiende? Entonces, por eso Gorée participó a la fundación de Libreville. Hubo cargas de mármol por el castillo de Versalles. Hubo muchas cosas que no tengo tiempo de explicarle, pero que relaciona la historia de Gorée con muchos eventos que pasaron. Entonces, muchas cosas que podemos hablar de le radeau de la Méduse, la novela de Bernardin Saint-Pierre, Paul et Virginie, que se basa en una historia real y que la nave pasa por Gorée. También este comandante del Bounty. Ustedes conocen
Revolte di Bunti, pasó por Gorée, asistió a una boda en la Maison des Esclaves. Peter Strickland, el primer cónsul americano, René Caillé, que inició su descubierta de Tombuctú a partir de Gorée, y muchos otros. No tengo tiempo de hablar de todos. Morel y Prom fueron dos primos de Bordeaux, en Francia, que iniciaron la construcción de un imperio que sigue existiendo actualmente, un imperio mundial. Iniciaron en Gorée al inicio del siglo. Bueno, muchas cosas. Voy a terminar con esto. Actualmente Gorée es una isla, pero en 1940 hubo la proyección de hacer una rueda, un puente, un dique, entre Dakar y Gorée, y los vestigios, los restos de este dique siguen existiendo en el mar, porque nunca fue terminado con suerte. Aquí están los restos. Y no solamente somos personas del pasado y de la historia, pero también tenemos proyectos por el futuro, como este, por ejemplo, que es un proyecto de teleférico entre Dakar y Gorée, y no sé cuándo no se va a hacer. Esto es todo. Gracias por... Faire un petit peu un diagnostic sommaire d'après ce que je ressens, parce que je ne pense pas que ça soit la vérité aussi. Le diagnostic sommaire, c'est où sommes-nous? Et deuxième chose, quels sont les enjeux prioritaires et les défis? Où voulons-nous être? Et peut-être quelques pistes de réflexion dans ce sens-là. Xavier tout à l'heure l'a mentionné, parce que c'est une île de réconciliation aussi, parce que quand on voit tous ces personnages qui sont passés, du pape Jean-Paul II à Obama, à tout le monde, qui sont passés du défunt Boubacar Joseph Ndiaye, donc ça veut dire que c'est un patrimoine vivant aussi. Juste à travers cette image, c'est de dire un petit peu, il y a une chaîne de valeur, parce que d'abord le transport, la chaloupe, vous visitez la maison des esclaves, le musée, etc., des réceptifs hôteliers assez timides mais qui se développent, l'art, donc le village artisanal et autres. Bon, Xavier l'a dit, hein, parce que pourquoi Gorée a été patrimoine mondial de l'humanité, je pense qu'il y a deux aspects. L'aspect, le rôle de Gorée dans l'histoire, donc la traite négrière notamment, mais aussi l'histoire de l'architecture coloniale aussi, c'est important. Le riche patrimoine historique et culturel attirant les touristes, la diversité culturelle des gens venant de partout, ça aussi. Le bon milieu pour les familles, parce que les familles, c'est la tranquillité, la sécurité, tout le monde va habiter à Gorée aussi. Tout à proximité, c'est important. L'île est riche, la démarche de valorisation du patrimoine, même si c'est timide par l'équipe municipale. Une économie essentiellement aussi basée sur le tourisme et une commune de plein exercice depuis 2016, Annie, depuis 2016 donc 2014 du moins. Parfois il y a des questions quand on parle de développement commercial. Aujourd'hui, je me suis hasardé à dire, poser quelques questions. Quel est le positionnement de Gorée pour l'attractivité touristique? Est-ce qu'il existe aujourd'hui un réel positionnement de Gorée par rapport à l'attractivité touristique, par exemple? Qui sont nos cibles touristiques ici? Est-ce que les produits vendus sont-ils adaptés aux besoins de ces touristes? Existe-t-il réellement un artisanat made in Gorée pour le développement commercial de l'île de Gorée et de ses habitants? Existe-t-il une infrastructure de transport compétitive? Parce qu'en clin d'œil par nos gens de la liaison, pour arriver tout à l'heure, peut-être que Ibrahima était en retard par la chaloupe. Et s'il y avait des chaloupes fluctuantes, peut-être qu'aussi il y aurait plus d'attractivité. Un diagnostic sommaire, plus ou moins 1500 habitants. Xavier a parlé de 2000.
Je sais que la contradiction chez nous, c'est que le fichier électoral, c'est 2250 électeurs. N'est-ce pas, Annie? Et que le fichier électoral, généralement, c'est de plus de 18 ans. Un faible développement économique, parce que ce qu'on voit ici, ce n'est pas forcément, c'est une économie de survie, je reviendrai, une forte densité de population avec des conditions de vie précaires, squatterisation. Et pour moi, cet élément est important, parce que quand les gens ne sont pas fixés, ça impacte sur l'économie. C'est une économie de survie. Parce que vous dites à quoi bon investir alors que demain je vais partir. L'état de conservation médiocre des bâtiments en dépit des efforts de l'équipe municipale. Les efforts, ça veut dire qu'il y a le centre socio-collectif, l'hôtel municipal, un petit complexe multisport, par exemple, quelques exemples. Mais il y a une perte progressive d'identité et de sentiment d'appartenance. Parce que si l'île est proclamée patrimoine mondial par rapport à son architecture, et par rapport aussi à la traite de négrière, etc. Il a parlé de métissage parce qu'il aussi a une identité. Et de plus en plus, le flux entrant, c'est un flux qui prend, qui sort. Et de plus en plus, c'est mon opinion personnelle, hein, on sent une certaine forme de sentiment d'appartenance. Parce que le Goréen, en termes de citoyenneté, ça veut dire très solidaire, etc. Donc, cette perte progressive d'identité, ça se ressent. L'habitat précaire, alors que la préservation des communautés est étroitement liée à la préservation de leur espace. Parce que ça, c'est important. La destruction progressive de la principale attraction touristique, ça veut dire notre culture locale authentique. Parce que l'autre a parlé, par exemple, de Puy de Gorée. L'autre a parlé de, je ne sais pas, des activités sur... moi, je me rappelle, dans les années 80, j'étais beaucoup plus petit, avec Mam qui canne, avec les robes de Gorée, etc. Et je pense que ce qu'on vend tous ici, s'il faut se dire de façon crue, c'est acheter et revendre. Il y a la créativité, mais on ne favorise pas cette forme de créativité. Il y a une économie de survie. Une économie de survie parce que je prends juste pour avoir la dépense quotidienne et pour repartir. C'est une économie de survie. Ça veut dire à long terme, il ne peut pas prospérer à long terme. Donc de sorte qu'il y a une prolifération, ça impacte sur une prolifération de micro-entrepreneurs. Parce que sur une île petite, vous avez 3 grands marchés, vous avez plus de 100 commerçants, par exemple, etc. L'absence de diversification de l'économie locale. L'autre aspect, la population est libre de ses initiatives. Il n'y a pas forcément... Chacun vient, il fait. La population est libre de ses initiatives sans essayer de les coordonner et sans... Il n'y a aucune stratégie marketing appropriée. Il n'y en a pas. La promotion touristique, actuellement, est presque exclusivement portée sur la maison des esclaves. Parce qu'on a des touristes, quand on regarde bien, de 2 chaloupes. Ils viennent par la chaloupe de 10h30 pour repartir à midi. Ou vous venez par la chaloupe de 15h pour repartir à 16h30. À moins, le touriste fait 1 heure, et 1 heure pour ne pas visiter. Donc tout ce que Xavier vient de présenter, par exemple l'aspect fort et tout ça, de moins en moins c'est visité. Donc on a un tourisme, une promotion portée exclusivement sur la maison des esclaves. La plupart des touristes qui visitent l'île n'y passent que quelques heures, avec peu de dépenses. Parce qu'il n'y a pas de... Une dizaine de restaurants dont la principale faiblesse est qu'ils sont tous regroupés sur la place du port et qu'ils proposent tous le même menu. Donc on va voir avec le concours gastronomique. Donc quand vous êtes sur la plage, tous le même menu. Et l'autre aspect, ça veut dire qu'au niveau de ces restaurations aussi, la plupart aussi, ça veut dire que c'est une formation sur le tas. Ça veut dire que combien parfois de restaurants ont un cuisinier digne du nom souvent. C'est assez important. Il y a 3 marchés artisanaux avec une centaine de marchands, avec très peu d'artisanat local, made in Gorée, ça veut dire fait à Gorée. La plupart des souvenirs sont-ils importés. La concurrence effrénée entre les vendeurs est telle que les micro-profits ne leur permettent pas de vivre de cette activité. Parce que c'est une économie de survie. Parce que j'achète, je revends, je gère la dépense quotidienne. Parce que si je ne vends pas aujourd'hui, c'est que sûr et certain, le lendemain,
On va voir tant budget, est-ce que je peux avoir la dépense? C'est une économie de survie. Il y a une image non professionnelle du secteur commercial de Gorée. Ça, c'est le diagnostic. Généralement, c'est qu'en fait, il y a une limite à l'épanouissement du tourisme, secteur touristique. Et ça découle, à mon avis, de problèmes sociaux aussi. Parce qu'il y a un manque de formation professionnelle. Lui, il est spécialiste de peinture solaire et autres. Donc, ça veut dire qu'il se professionnalise. Mais combien peuvent pouvoir le faire? La non-fixation des habitants sur l'île, c'est une donnée cruciale. Parce que si aujourd'hui, par la seule de 16 heures, combien de personnes sortent? Si les habitants ne sont pas fixés, il n'y aura pas d'économie. Parce que plus les habitants de l'île, les gens sortent, au finish, on aura une île musée. Parce que chaque commerçant va se dire, est-ce que je vais vraiment investir tout en sachant qu'un jour je vais être déguerpi? Donc je pense qu'une des priorités, c'est fixer les habitants pour qu'il y ait une véritable économie locale, c'est important. L'absence de plus en plus de sentiments d'appartenance, ça je l'avais dit. Le manque de compétences managériales affectant le secteur touristique aussi, c'est important. Il y a la pauvreté, le sous-emploi, c'est une réalité. L'absence d'une maison de métiers à Gorée. Il n'y a pas de maison de métiers. Par exemple, par le passé, ça veut dire que celui qui faisait des poupées de Gorée transmettait le message. Celui qui faisait des robes de Gorée transmettait. Je pense bien. Et il n'y a pas de maison de métier à Gorée. Parce que si aujourd'hui on a un patrimoine, il faut quelque part peut-être une maison de métiers liés au patrimoine et à la culture. Ce qui est. Donc à ces problèmes sociaux, s'ajoute l'inexistence de cœurs de métiers spécifiques. Il y en a des boulots. Il y a certains qui se différencient. Et l'absence d'un positionnement affirmé du tourisme à Gorée. Parce que, est-ce que réellement on a des touristes ou réellement on a des tours opérateurs qui mettent dans leur packaging et qui Gorée parce qu'il y a la maison des esclaves? C'est un questionnement aussi. Bon, pour nous, l'enjeu, on l'a dit, prioritaire, c'est encourager la promotion de produits culturels locaux, avoir un label, Made in Gorée, la création d'une offre pouvant être commercialisée au niveau international, sous la forme d'un itinéraire culturel aussi. Nous sommes 7 conseils municipaux ici, il n'y a qu'une seule conseillère qui habite ici. Qui concejales que están hoy aquí, solo uno vive aquí en la isla de Gorée, que es la señora, y comenta eso, ¿no? Que incluso en el censo electoral, más de 700 personas están empadronadas, pero viven fuera, con lo cual para el alcalde tiene que obtener votos de la gente que vive de fuera, y claro, es un desafío muy importante. On ne s'en rend pas compte, parce qu'à partir de là, il y a des politiques timides de rénovation, mais il y a l'émergence, parce que l'identité de Gorée se perd, parce qu'aussi il y a l'émergence d'un milieu richichime qui vient, qui achète, qui s'installe pour des résidences secondaires, mais ça déstructure aussi l'identité. On est pour le multiculturalisme maintenant, mais il y a la conservation de l'identité qui fait partie intégrante de la conservation du patrimoine de la culture. L'autre enjeu difficile, c'est comment positionner la culture comme un axe majeur de développement. On a essayé de démarrer avec les festivals et autres, etc. Mais c'est une réflexion qu'il faut mener encore. Comment mettre en place cette forme de culture d'innovation aussi. Parce que, de sorte que ce n'est pas une culture de la facilité, parce que le développement, c'est assez complexe. C'est-à-dire qu'après, on est dans des méthodes de fast-track. Donc, ça veut dire faire tout de suite, vendre tout de suite, etc. Et ça n'a jamais donné de développement. Comment travailler à avoir un positionnement clair. Par exemple, de façon très simpliste. On y travaille depuis des années. Mais est-ce qu'il existe un circuit touristique au Gorée? Il n'y en a pas. Ça veut dire de sorte. Ça veut dire l'intégration du développement économique et la gestion environnementale. Ça aussi, je pense que c'est important. Il y a l'occupation de l'espace de manière plus responsable. Parce que l'espace tel qu'il est occupé, à mon avis, mérite encore d'être occupé, parce que de manière beaucoup plus responsable. Je donne un exemple. Ça veut dire que vous avez 3 marchés artisanaux. Dans les 3 marchés artisanaux, ils vendent tous la même chose. Tous la même chose. Mais est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas avoir un marché spécifiquement ce tissu, tout ce qui est là?
Un marché spécifiquement, c'est art et autres, etc. Un marché spécifiquement, l'allée de Baba, peut-être, je ne sais pas, c'est l'allée des artistes, etc. À partir de là, le touriste, quand il vient, par exemple, tu lui tapes, tu sais quoi vendre, où l'avoir. Parce que il y a la concurrence aussi, non pas interne aussi, mais dans chaque hôtel, vous avez une boutique de l'hôtel. Donc vous vendez la même chose aussi. Donc ça, c'est des questions, ça veut dire d'occupation de manière plus responsable de l'espace. Et quand vous marchez sur Gorée, il y a pas mal de choses à faire encore. Quelques pistes de réflexion, parce que ce n'est pas, à mon avis, des solutions, mais des réflexions. Ça veut dire que, d'abord, la nécessité de se doter d'une vision partagée du développement socio-économique de Gorée. Parce qu'à mon avis, chacun fait ce qu'il veut. C'est important, c'est la liberté individuelle. Mais cette liberté individuelle doit être encadrée, de sorte qu'à partir de là, créer une certaine forme de cohérence d'ensemble. Donc, le soutien et la mise en avant des initiatives visant la fixation des habitants. Ça, c'est important. Ça, je pense que c'est une priorité. Le soutien à la diversification de l'économie, donc le développement de l'entrepreneuriat, parce que pourquoi pas créer un fonds local de diversification, ça veut dire pour inciter, il y a certains jeunes qui sont là, qui essaient d'innover par leurs propres moyens, et ce sont ces jeunes-là, ça veut dire qu'il faut prendre comme réservoir. Et ces réservoirs-là, essayer de les appuyer. Une fois que vous les appuyez, ça fait l'effet de cascade après. Ça va faire l'effet cascade, l'effet boule de neige. Donc, de sorte qu'après, les autres seront obligés de pouvoir suivre. Donc, pour créer un fonds de diversification, comment maintenir aussi la diversification de l'offre de services. La mise à niveau, quand je parle offre de services, je mets en avant aussi la liaison maritime Dakar-Gorée. Parce qu'à partir de Dakar, vous venez, mais vous n'avez aucune information. Vous n'avez pas un système de qualité, de management de qualité à partir de l'embarcadère, par exemple. Ça, c'est important. Je ne sais pas où sont nos amis de la liaison, et ça, c'est une réalité. Par exemple, c'est comme dans la chaloupe. Vous avez des tarifications, et ces tarifications, il n'y a aucune exigence après. Donc, différente, mais ça ne résout pas. La mise à niveau des infrastructures municipales vieillissantes pour l'attractivité municipale. Par exemple, aujourd'hui, il y a une infrastructure municipale qui est là, ça veut dire que c'est le quai des Boucaniers. Tout ce quai des Boucaniers, ça veut dire donc comment le mettre à niveau, donc ou rénover pour l'attractivité touristique. Et je reviens sur la création d'un fonds d'appui aux initiatives locales. Souvent, parfois, c'est bon d'avoir des subventions, à mon avis. Mais les subventions n'ont jamais fait développer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des entrepreneurs locaux qui sont là, qui veulent faire des choses, et avoir un fonds d'appui aux initiatives locales. C'est important. Parce que c'est comme quand vous formez des gens, après ils vont vous dire what next après la formation. Mais ça veut dire que ces gens-là puissent demain être des acteurs de changements sociaux. L'autre type de réflexion, c'est comment optimiser, adapter les moyens de communication. À mon avis, tout ce qui est, quand vous allez sur le net, vous visitez Gorée, ce n'est pas nous qui le mettons en pratique. Ça veut dire c'est d'autres généralement. En fait, ça veut dire des sites web. Bon, maintenant, nous, on a, au niveau du conseil, on a un bulletin municipal d'insulaire. Donc, ça, c'est important. Au niveau des médias sociaux, c'est important aussi. Maintenir les investissements en termes de promotion. Renforcer les synergies avec les partenaires au développement. Ça veut dire de sorte que, après, on a des systèmes de partenariat de co-construction. Donc, ça veut dire que de sorte que ça ne sera pas un type de partenariat top-down. Ça veut dire comment avoir des synergies partenariales qui font que, par exemple, en termes de l'identification des besoins donc en amont, et que cette identification des besoins en amont qui puisse répondre réellement aux besoins de ces entrepreneurs locaux. Ça, c'est des choses importantes. C'est renforcer les synergies, poursuivre la promotion et le développement des activités touristiques, ça c'est important. Et comment se donner une vision financière à moyen et long terme. Ça c'est la commune. On en a parlé énormément avec Annie et autres. Par exemple, aujourd'hui, quand vous regardez la chaloupe de bateau,
mais on n'y gagne rien. Ça veut dire qu'en valeur absolue, ce que vous gagnez sur la chaloupe, c'est 20 millions par an hypothétique. Et 20 millions par an, c'est à la limite 50 000 francs par jour sur les 365 jours. 50 000 francs par jour, ça veut dire que c'est 10 tickets de touristes. Alors que parfois, il y a la gestion environnementale, etc. Donc, je ne parle pas de la taxe, mais en valeur absolue, quelle est la valeur ajoutée? Aujourd'hui, par exemple, tout bateau qui accoste, il doit y avoir frais d'accostage, taxe d'accostage, on accoste gratuitement, mais cette même chaloupe accoste au port, mais paye le port. Parce que j'ai pu assiéger dans le elle est présidente de elle sait, Annie. Hein? Elle n'est plus présidente. Donc, ça, en fait, c'est des incohérences. Là où vous passez, quand vous vous asseyez, cette même liaison paye la liaison maritime. Mais on n'y gagne rien. Quand vous avez, par exemple, la maison des esclaves, moi, le conservateur n'est pas là, peut-être il sera là tout de suite, je suis en faveur à ce que c'est un patrimoine vivant. On dit patrimoine vivant. Et le patrimoine n'est vivant que lorsqu'il y a une population vivante et une communauté vivante. Et dans ce sens-là, ça veut dire que les entrées, ça doit être 50% pour la commune. Vous avez la maison d'esclaves, idem pour les musées. Ça, c'est un plaidoyer que tous les musées, les maisons d'esclaves, 50% de facto, c'est pour les communautés. Imaginez-vous une île sans personnes. Personne ne le visitera. Vous allez à Robben Island. Robben Island, en Afrique du Sud, il n'est pas habité. L'affluence est plus grande à Gorée. L'affluence est plus grande à Gorée. Alors que Robben Island n'est pas parce qu'il n'y a pas une population vivante. C'est important. Donc, la maison d'esclaves, l'autre aspect, ça veut dire que c'est la même chose au niveau, ce qui se développe, c'est les hébergements. Mais tous ces hébergements contournent la municipalité. Il n'y a pas une seule structure d'hébergement qui investit sur eux. L'autre aspect, c'est nos amis, que ce soit restaurateurs aussi, etc. Donc ça, c'est des choses. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse se donner cette vision financière à moyen et long terme de sorte que Gorée puisse autofinancer son développement local. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Je vous remercie. Bravo. Par le petit bras et le grand bras du fleuve. Donc du coup, on a trois grands pôles urbains qui se dégagent. On a un peu plus haut la lame de Barbarie. On a la partie île, qui est le secteur sauvegardé. Et nous avons aussi la partie continentale, qu'on appelle le sort. Et entre les parties, il y a des ponts qui les entrelient. Hay tres grandes partes en la ciudad. Es una ciudad rodeada de agua, donde está el mar y también el río. Hay tres áreas urbanas en las tres partes que pueden ver en la pantalla. En la parte superior, la zona que llamamos lengua de barbarie, lengua del higo, ¿no? El higo chumbo, que es como se llama aquí después la parte insular, que es la parte patrimonial, y la parte continental, que pertenece al continente, que se llama SOR. Y hay puentes que permiten ir de un lado a otro. C'est pourquoi nous disons que c'est ça qui fait un peu la spécificité de Saint-Louis, mais pratiquement aussi ce qui en fait sa vulnérabilité en termes d'occupation et en termes de développement. Et là, vous avez des informations de base pour la commune, sa date de création, qui date de 1659. On est commune de plein exercice depuis 1872. On a une superficie au total de 4600 hectares. Mais sur les 4600 hectares, il y a pratiquement 20% qui sont occupés par des plans d'eau. Donc, une surface utile de 3680 hectares. Et avec une population de 237 000 habitants, majoritairement jeunes. Aquí comenta que estas especificidades que le han dado nombre a San Luis es también las grandes vulnerabilidades que tiene la ciudad. Aquí tienen
información estadística sobre la isla, creada en 1659, se convierte en ayuntamiento en 1872, superficie de 4.600 hectáreas, 20% son áreas de agua, con lo que da una superficie útil de casi 3.700 hectáreas y una población de casi 240.000 personas, más del 50% son personas de menos de 20 años. Voilà, donc l'économie locale, pratiquement, on a 3 grands secteurs, la pêche, le tourisme et l'agriculture. Tenía grandes sectores económicos, pesca, turismo y agricultura. Donc la pêche, elle est la première activité économique. Elle mobilise pratiquement 22 000 personnes qui travaillent au niveau de la pêche. Et là aussi, vous avez quelques chiffres qui donnent un peu une idée de l'activité pour le compte de la ville, qui supporte un peu l'économie locale, avec 63 000 tonnes de débarquement, soit un montant de presque 15 milliards en termes de chiffre d'affaires pour l'économie locale. Mais de ça aussi, on va en profiter pour parler un peu des problèmes de la pêche, surtout actuellement. Il y a donc la concurrence déloyale avec les grands amateurs. En plus, là aussi, il y a les effets des changements climatiques. Et récemment aussi, il y a une dualité actuellement qui est en train de s'installer au niveau de Saint-Louis, avec l'exploitation prochaine du gaz à partir de 2023, donc une industrie minière et l'activité de pêche. Comenta el primer sector económico, el sector de la pesca, 22.000 personas ocupadas, 63.000 toneladas de captura por un valor económico equivalente de 24 millones de euros. Algunos problemas de este sector, competencia desleal de la pesca industrial, escasa capacidad de conservación y de transformación de los productos pesqueros, los efectos del cambio climático y también algunos conflictos con la costa mauritana y también un riesgo vinculado a una actividad minera que se va a desarrollar a proximidad en breve. Merci beaucoup pour l'assistance. Je vais le faire en français, même si mon français n'est pas excellent, mais c'est à l'honneur de Gorée et du Sénégal. C'est un grand plaisir pour nous. Je parle en mon nom propre, en nom de mon pays aussi, parce que Gorée et Cuba et Gorée et la Havane partagent la même histoire, on peut dire, en tant qu'île, même si les dimensions se sont très différentes, mais il y a un sentiment insulaire de développement, la façon de vivre, que ça nous rapproche. Ça nous rapproche et on a fait aussi, on a eu des lettres d'intention avec la Maison de l'Afrique qui se trouve au centre-ville de la Havane, ça veut dire la ville patrimoniale de la Havane. Il y a une lettre d'intention de collaboration et ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir d'être ici présents en regardant de près les développements, les défis, les besoins que l'île de Gorée et même Saint-Louis ils ont et comment Cuba peut s'insérer dans ce cadre. Et je pense qu'il y a une proposition que je peux faire, et c'est la communication officielle peut-être que je peux faire. Et je vous dis, M. Tony, il ne savait pas, je vais le dire maintenant, au mois de mai, entre le 3 et 5 mai prochain, il y aura à Cuba le premier congrès international de patrimoine culturel. Alors, je vais l'envoyer par WhatsApp l'appel qu'ils sont en train de socialiser avec tous les historiens, tous les promoteurs culturels, tous les promoteurs de tourisme, toutes les personnes qui sont intéressées dans la conservation du patrimoine culturel. Et j'étais bien contente de voir que monsieur il a fait la présentation en utilisant des photos, des documents qui sont patrimoine de Gorée, magnifique, parce que les gens pensent seulement qu'on parle de patrimoine d'un immeuble, et peut-être des avis, que non, mais la conservation de ce patrimoine, que ça peut même faire une photo, un enregistrement,
une pièce, c'est beaucoup. La dimension de patrimoine en tant que mot, c'est vaste, c'est ample. Et c'est ça qui veut valoriser l'événement international qui va se tenir à Cuba dans les prochains mois de mai. 3-5 mai. Ça, c'est pas un cadeau, mais c'est une information qu'on veut socialiser avec vous. Et c'est pour nous, je réitère, un grand honneur de nous trouver ici, ce matin, de cette masse, entourée par des femmes qui font la force aussi de Gorée, à côté des hommes, d'accord? À côté des hommes, pas derrière, à côté des hommes. Merci beaucoup. Muchas gracias, les decía que estaba muy contenta de estar presente acá. ¿Ustedes entendieron? Y que hay un evento internacional que es el primer Congreso Internacional de Patrimonio Cultural que se va a celebrar en Cuba, en La Habana, del 3 al 5 de mayo próximo, y que bueno, están invitados todos, en una promoción internacional, oficial, está en incluso sitios internacionales, promotores de turismo, y es para los investigadores, estudiantes, historiadores, promotores culturales, turísticos y demás, y queda a su disposición poder participar, acceder, podemos socializarlo. De todas maneras, nuestro destinatario principal tenía Tony acá presente, pero bueno, igual pueden acceder a él en internet porque ya está la promoción. Muchas gracias a ustedes por interesarse también, por acercarse a Gorée, y bueno, quizás en un futuro podamos hacer una contribución triangular donde podamos cada uno poder contribuir. Esto no lo dijo en francés, pero se lo entendí. Gracias.